Donc, bonjour à tous, merci aux organisateurs du congrès de m'avoir proposé de présenter ce topo qui porte sur les innovations thérapeutiques dans la CMH. Donc on a déjà un peu parlé de la cardiomyopathie hypertrophique. Il s'agit d'une maladie génétique qui touche environ une personne sur 500, donc c'est assez fréquent. C'est une maladie qui est liée à une ou plusieurs mutations sur des gènes qui codent pour des protéines du sarcomère et qui va surtout se caractériser par une hypertrophie pariétale, mais pas que. Il y aura également une hypercontractilité myocardique et puis des anomalies au niveau de la valve mitrale et de l'appareil sous-valvulaire qui peut toucher donc les piliers, les cordages, mais également avec un mouvement un peu particulier de la valve mitrale en systole, une aspiration au sein de la chambre de chasse. Et tout ça va conduire, dans 2/3 des cas, à le développement d'une obstruction dynamique. Il est important de rechercher cette obstruction et c'est pas toujours facile et il faut savoir renouveler les examens dans différentes conditions de charge, notamment par des manœuvres de provocation ou en faisant une échographie à l'effort pour trouver une obstruction qui va expliquer les symptômes et justifier ensuite d'un traitement. Donc si on s'intéresse de plus près à la fibre musculaire, elle est constituée d'une succession de sarcomères qui sont eux-mêmes composés de filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine. C'est la fixation d'une molécule d'ATP et l'hydrolyse de l'ATP qui va fournir l'énergie nécessaire pour le changement, engendrer un changement d'orientation des têtes de myosine et qui va former des ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Et c'est la bascule synchrone de toutes les têtes de myosine ensemble qui va permettre le glissement des filaments fins sur les myofilaments épais et engendrer un raccourcissement du sarcomère et donc la contraction de la fibre musculaire. La particularité dans la cardiomyopathie hypertrophique des patients qui ne sont pas traités, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les têtes de myosine qui sont activées et celles qui sont relâchées. Et donc il y a un excès de pont actine-myosine qui va conduire à une hypercontractilité myocardique et un défaut de relaxation du ventricule gauche. Pardon. Il a été développé des nouveaux médicaments qui sont les antimyosines, qui sont des inhibiteurs allostériques de la myosine ATPase et dont l'objectif est de rétablir cet équilibre qui fait défaut dans la CMH en diminuant le nombre de ponts actine-myosine. Alors, les inhibiteurs de la myosine ont été validés par 2 grands essais pivots. Le premier, c'est l'étude Explorer-HCM. C'est une étude de phase 3 multicentrique qui était donc randomisée et dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la sécurité des inhibiteurs de la myosine, et non particulièrement du mavacantine, chez les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique obstructive et qui étaient tous symptomatiques malgré le traitement médical à dose maximale. Donc ils étaient en stade NYHA 2 ou 3 et ils avaient tous un gradient au-delà de 50 mm de mercure au repos ou au Valsalva. Le critère de jugement principal était un critère d'efficacité composite qui associait soit une amélioration du pic de VO2 et une amélioration du stade NYHA, ou alors une amélioration isolée du pic de VO2 mais sans altération, sans aggravation de la symptomatologie. Et donc, à 30 semaines de traitement, on s'aperçoit qu'il y a 37% des patients dans le groupe Camzyos qui atteignent ces critères d'efficacité, contre 17% dans le groupe placebo. Donc, il y a 2 fois plus de patients dans le groupe mavacantine qui sont améliorés sur le plan fonctionnel par rapport au placebo. Au niveau des critères de jugement secondaire, on a une amélioration significative de la valeur moyenne du gradient post-effort, qui va diminuer en moyenne de 40 mm de mercure dans le groupe mavacantine contre 10 dans le groupe placebo. Donc une diminution 4 fois plus importante. Et enfin, et c'est surtout le plus important, il y a une amélioration de la symptomatologie et il y a un patient sur 2 au terme des 30 semaines qui se dit asymptomatique dans le groupe mavacantine contre un patient sur 5 dans le groupe placebo. La deuxième étude, c'est l'étude Valor-HCM. C'est une étude
dont l'objectif était de déterminer si l'addition de mavacantine en plus du traitement maximal habituel chez les patients qui avaient tous une indication de thérapie de réduction septale, donc soit la myomectomie, soit la thérapie de l'alcoolisation, soit la myomectomie, soit l'alcoolisation septale. Donc l'objectif c'était d'évaluer donc l'efficacité du mavacantine chez ces patients-là. Il y avait à peu près 112 patients qui ont été inclus, soit dans le groupe mavacantine, soit dans le groupe placebo. Ils étaient tous en stade NYHA 3 ou 4 ou 2, mais avec un antécédent de syncope à l'effort comme ce sont les recommandations. Le critère de jugement principal associait soit le fait que le patient décide à tout moment de l'étude de faire l'intervention, ou à la fin de l'étude s'il était toujours partant, ou alors si les critères d'éligibilité étaient toujours présents et qu'il y avait toujours cette indication d'intervention de réduction septale. Donc au terme des 12 semaines, il y avait 17,9% des patients dans le groupe mavacantine qui avaient toujours ces critères d'éligibilité au traitement de réduction septale, contre 76,8% dans le groupe placebo. Donc 4 fois moins de patients restaient éligibles au traitement dans le groupe mavacantine par rapport au placebo. Il y avait également une amélioration de tous les critères de jugement secondaire, notamment une réduction importante du gradient maximal au niveau de la chambre de chasse, qui est de diminuer de manière 20 fois plus dans le groupe mavacantine que dans le groupe placebo. Il y avait également une amélioration des symptômes. 3 fois plus de patients présentaient une amélioration fonctionnelle d'au moins un stade de la classe NYHA dans le groupe mavacantine que dans le groupe placebo. Et enfin, il y avait une diminution importante du taux de NT-proBNP qui était diminué de 67% dans le groupe mavacantine. Donc c'est un traitement qui fonctionne a priori très très bien. La crainte, c'est qu'il fonctionne même trop bien et qu'il y ait une altération de la FEVG du fait de son mécanisme d'action. Dans les études, il n'a pas été montré d'effet indésirable grave. La diminution moyenne de la FEVG était autour de 3%. Dans l'étude Explorer, il y a eu 7 patients qui ont dû arrêter le traitement, et dans l'étude Valor, il n'y a eu que 2 patients, à chaque fois parce que la FEVG devenait inférieure à 50%, mais ça a toujours été transitoire et réversible à l'arrêt du traitement ou à la diminution de la dose. Donc aujourd'hui, les inhibiteurs de la myosine, et notamment le mavacantine, se situent, selon les recommandations de l'ESC 2023, en deuxième ligne dans l'algorithme thérapeutique, en association aux bêta-bloquants ou aux inhibiteurs calciques, comme le verapamil ou le diltiazem, s'il y a une contre-indication aux bêta-bloquants ou s'il y a une mauvaise tolérance. Donc c'est uniquement pour les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, avec un gradient au repos ou au Valsalva à plus que 50 mm de mercure, et uniquement s'il reste symptomatique sous traitement en stade NYHA 2 ou 3. Donc en pratique aujourd'hui, le mavacantine, après une phase d'accès précoce qui s'est terminée à peu près en juillet 2024, est accessible dans toutes les officines de ville. Sa prescription initiale reste hospitalière pour l'instant, mais son renouvellement peut être fait en libéral. Par contre, le renouvellement est quand même réservé aux spécialistes en cardiologie. Avant d'instaurer le traitement, il faut vérifier 3 choses. La première, c'est faire une échographie pour vérifier que la FEVG est bien supérieure ou égale à 55%. Si elle est inférieure à 55%, on ne pourra pas débuter le traitement. La deuxième, c'est pour les femmes en âge de procréer, qu'elles aient bien une contraception et qu'elles montrent en tout cas la preuve d'un test de grossesse négatif avant de débuter le traitement. Et enfin, il va falloir déterminer le phénotype du cytochrome P450 de C19. Ça va nous permettre, grâce au génotypage à l'aide d'une prise de sang, de déterminer la dose initiale à introduire. Si le patient présente un phénotype métaboliseur lent, il faudra commencer le traitement à 2,5 mg par jour, alors que pour tout le reste, si le phénotype est intermédiaire, normal, rapide ou ultra rapide, on pourra commencer à la dose habituelle de 5 mg par jour. On peut, si on le souhaite et qu'il y a une urgence à débuter le traitement, commencer d'emblée sans attendre les résultats du génotypage, mais il faudra débuter du coup à 2,5 mg et on ne pourra pas monter le traitement pendant les 3 premiers mois. Donc la phase d'instauration du traitement, elle dure 3 mois. Elle nécessite une échographie toutes les 4 semaines pendant 3 mois.
et elle sert à vérifier la tolérance du traitement et s'assurer que la FEVG ne diminue pas sous traitement. Ensuite, au-delà de la 12e semaine, on passe dans la phase de maintenance, où l'objectif va être de titrer le traitement si le patient reste symptomatique, que le gradient reste supérieur à 30 mm de mercure et que la FEVG reste supérieure ou égale à 55%. Donc on a un intervalle de dose qui est compris entre 2,5 et 15, donc il y a du 2,5, du 5, du 10 ou du 15. Au-delà des 3 mois, si la dose est efficace et stable, on peut espacer le suivi tous les 3 mois. Et la nouveauté de 2025, c'est que si les 6 premiers mois sont passés et que le patient garde une posologie stable avec une bonne tolérance, on peut espacer le suivi tous les 6 mois. Si au cours d'une consultation, la FEVG s'altère à moins de 50%, ce qu'il faut faire, c'est arrêter tout de suite le traitement, réévaluer l'échographie à 4 semaines, et si la FEVG s'est normalisée, reprendre le traitement à dose moindre. Donc ça, c'était pour le mavacamten. Il y a eu d'autres études, notamment l'étude Sequoia-HCM, qui ont renforcé ces preuves d'efficacité et de bonne tolérance pour les inhibiteurs de la myosine dans la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et qui sont intéressés à un autre inhibiteur de la myosine qui est l'aficamten, qui est à peu près semblable, mais qui a une demi-vie un peu plus courte et qui ont montré qu'il y avait également une amélioration du pic de VO2, une amélioration du gradient, une amélioration des symptômes et du NT-proBNP. Au vu de l'efficacité assez spectaculaire de ces traitements et du très bon profil de tolérance, il est légitime de se poser la question de la place aujourd'hui des antimyosines par rapport aux bêta-bloquants, qui ont une preuve qui est moindre et qui repose surtout sur des études assez anciennes et de faible effectif surtout. Donc il y a une étude qui s'appelle l'étude MAPLE-HCM. C'est une étude qui va essayer de répondre à la question est-ce que les inhibiteurs de la myosine font mieux que les bêta-bloquants? Parce que pour l'instant, ils sont réservés en association aux bêta-bloquants. Donc les patients vont être randomisés soit dans le groupe aficamten, soit dans le groupe métoprolol en monothérapie. Et l'objectif va être de comparer les effets indésirables et l'efficacité du traitement chez les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Symptomatique, évidemment. Et enfin, on s'interroge tous sur la place des antimyosines pour les patients qui n'ont pas d'obstruction, donc dans la cardiomyopathie non obstructive symptomatique. Et donc, il y a eu 2 études de phase 2 qui ont montré des résultats assez encourageants parce que, d'une part, les études aussi sur le mavacamten ont montré qu'il y avait une amélioration de la fonction diastolique, une diminution de la taille de l'oreillette gauche. Et c'est ce qui a confirmé ces 2 études. Donc, c'était le Maverick dans le mavacamten et le Redwood pour l'aficamten. Ils ont montré globalement qu'il y avait une amélioration des paramètres biologiques, le NT-proBNP, la troponine, mais également une amélioration des symptômes. Et donc, ces 2 études vont mener à des études de phase 3 auxquelles on a participé, qui sont en cours. Je crois que les inclusions sont toutes terminées. Donc, il y a l'étude Odyssée sur le mavacamten et l'étude Acacia pour l'aficamten. Il y a également d'autres voies dans la recherche pour les cardiomyopathies hypertrophiques non obstructives. Il y a les glyphosines, on en parle beaucoup en ce moment, donc évidemment ça a été essayé dans la CMH. Et on s'est intéressé surtout aux sotagliflozines. C'est l'étude SONATA qui va évaluer l'efficacité pour les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive. Il y a également une autre classe de traitement qui c'est le ninirafaxa. C'est un agent mitotrope qui va interagir avec le métabolisme énergétique des mitochondries et dont l'étude IMPROVE a montré qu'il y avait une amélioration des capacités fonctionnelles à l'effort sur la pente VE sur VCO2 chez ces patients qui avaient une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive mais symptomatique. Et enfin, on porte beaucoup d'espoir dans l'avenir vers la thérapie génique. Donc, c'est le fait de remplacer ou de corriger le gène qui est non fonctionnel à l'origine de la cardiomyopathie hypertrophique. Et donc, il y a un laboratoire, qui est le laboratoire Tenaya, un laboratoire américain, qui a développé une thérapie de remplacement génique dans la CMH.
sur le gène MYBPC3, donc qui remplace à l'aide d'une prise de sang, d'une perfusion, le gène par un gène fonctionnel. Ils ont eu, en tout cas, des études in vitro ont montré des bons résultats, et donc ils ont commencé leur premier essai clinique de phase 1 chez l'humain, fin 2023. Donc, en conclusion, dans la cardiomyopathie hypertrophique, il est important de documenter les symptômes, de les corréler à la présence d'une obstruction et de rechercher surtout cette obstruction par des manœuvres de provocation qui doivent être systématiques au repos. Et si le patient est symptomatique et qu'on ne trouve pas d'obstruction au repos, compléter par une échographie à l'effort. Les inhibiteurs de la myosine sont recommandés aujourd'hui donc en deuxième intention uniquement si le patient reste symptomatique malgré le traitement bêta-bloquant ou verapamil diltiazem et qu'il persiste une obstruction au-delà de 50 mm de mercure au repos ou au Valsalva. Effectivement, le mavacamten a montré une amélioration spectaculaire sur les symptômes, sur l'obstruction, et l'aficamten semble montrer des résultats similaires, donc probablement arriver sur le marché dans les années à venir. Et par contre, leur rôle dans la cardiomyopathie hypertrophique, on espère que ça va fonctionner. Pour l'instant, ça reste à l'étude et on n'a pas encore les résultats. On met aussi beaucoup d'espoir donc dans d'autres voies de recherche, surtout pour la thérapie génique, qui vise dans l'idéal à guérir complètement la cardiomyopathie hypertrophique, voire même de prévenir le développement d'une cardiopathie hypertrophique pour les patients qui ont eu l'anomalie génétique. Merci pour votre attention.